Bonsoir à tous. Donc, nous avons eu une plongée tout à fait passionnante dans l'habitat médiéval et maintenant nous allons voir ensemble quels sont les matériaux, les usages qui ont traversé le temps et également quelles sont les nouvelles possibilités qui nous sont fournies par les matériaux d'aujourd'hui mais aussi du futur. Dans cet exposé, je vais beaucoup vous parler de verre, pas seulement parce que c'est un matériau que j'aime beaucoup, mais aussi parce que c'est un matériau qui a traversé les âges. Il y a 350 ans, quand Colbert créait Saint-Gobain, c'était entre autres pour les miroirs de la Galerie des Glaces, par exemple. Le verre, autrefois, et donc également la transparence, la lumière, était cependant un matériau réservé à une élite, un matériau de luxe. Aujourd'hui, le verre est beaucoup plus accessible et surtout, on va voir qu'il nous permet bien d'autres usages. L'habitat, de nos jours comme autrefois, a comme but principal d'améliorer notre confort et de nous protéger de l'extérieur. Alors le confort, qu'est-ce que c'est ? On peut le définir comme une combinaison de sensations agréables qui sont multiples. Le premier confort auquel on peut penser est le confort thermique. C'est d'ailleurs le seul confort presque qui était accessible autrefois. Mais de nos jours, on a également fait beaucoup de progrès dans le confort visuel. De nos jours, nous ne souffrons presque plus, ou en tout cas peu, de l'absence de lumière dont parlait ma collègue juste avant. Il ne faut pas oublier non plus le confort acoustique qui est indispensable avec l'urbanisation de plus en plus dense. Et également, ne pas oublier la qualité de l'air, ce confort invisible qui est pourtant tellement important pour notre santé et notre bien-être. Alors, quels sont les matériaux qui nous permettent justement d'avoir tous ces conforts ? Nous allons pouvoir le voir ensemble. Mais donc, d'un côté, nous avons cette exigence d'un confort de plus en plus amélioré, mais d'un autre côté, nous avons aussi des enjeux énergétiques tout à fait fondamentaux, absolument énormes en termes à la fois de dépenses, mais aussi d'économie d'énergie. Si on considère les dépenses énergétiques des pays développés, on peut les diviser en 3 postes à peu près équivalents, qui sont l'habitat, les transports et l'industrie. Avec environ 40% des dépenses énergétiques, on mesure bien l'importance des économies potentielles qu'on peut faire dans l'habitat. Et surtout, l'habitat est très important parce que c'est un des postes où c'est le plus réaliste de pouvoir faire rapidement des économies. On peut le voir sur ce graphique qui représente dans l'habitat les différents postes de dépenses énergétiques au fur et à mesure que les normes deviennent de plus en plus exigeantes au fur et à mesure du temps. Ce qu'on voit, c'est que le chauffage en violet, qui est le poste principal de dépenses dans l'ancien, devient dans la maison basse consommation bien moins important que l'électroménager par exemple. Donc il y a des économies absolument fondamentales à faire dans l'habitat. Quels sont les matériaux qui permettent de faire ces économies cruciales ? Tout d'abord, les normes de basse consommation s'appuient sur toute une gamme de matériaux isolants très performants qui permettent de réduire les transferts de chaleur et donc de réduire la nécessité de chauffer. Le principe de ces matériaux très isolants est d'enfermer plein de petites poches d'air à l'intérieur des matériaux et de créer ainsi une sorte de matelas très isolant. Donc la laine de verre, par exemple, est un exemple bien connu d'un tel matériau. Ce que vous voyez sur ces différentes photos, c'est que pour ces isolants, il faut mettre une certaine quantité, une certaine épaisseur sur vos murs. Dans le futur, nous pourrons bénéficier de matériaux encore plus performants, des matériaux qu'on appelle super isolants, qui ont une porosité, donc des poches d'air encore plus fines et qui permettent de mieux enfermer la chaleur. Sur cette photo, vous voyez un exemple d'un tel matériau super isolant, un aérogel de silice, et vous voyez qu'il protège très bien cette petite fleur de la flamme, d'une flamme, ce qui prouve bien l'efficacité de ce matériau très isolant. Les matériaux isolants que je vous ai montrés jusqu'ici sont des matériaux opaques. Vous n'avez pas forcément envie de recouvrir votre maison tout entière avec ces matériaux. Par contre, quand on regarde cette maison pleine de verre, on se dit que le confort visuel doit être extrêmement agréable. Mais qu'en est-il du confort thermique ? Autrement dit, cette maison peut-elle être la maison basse consommation du futur ? La réponse est en fait oui, même si ce n'a pas l'air comme ça évident au premier abord,
puisque en général, dans l'imaginaire collectif, on associe souvent le verre à une paroi froide, donc à une déperdition d'énergie. Alors vous savez bien qu'avec les doubles vitrages, on arrive à bien limiter cette déperdition d'énergie grâce à une lame de gaz qui vient limiter les transferts de chaleur. C'est exactement le même principe que la tenture avec du verre entre le mur et la tenture qui était utilisée au Moyen-Âge. Cependant, par rapport à un simple double vitrage, les verres actuels et les verres du futur ont quelque chose en plus qui permet de mieux isoler. Il s'agit de quelque chose de presque invisible, mais qui est très important pour l'isolation. À la surface de ces verres, on trouve ce qu'on appelle des couches minces, des couches ultra fines de différents matériaux, par exemple de l'argent que vous voyez ici, et d'autres matériaux. Ces couches sont tellement fines, là l'image est extrêmement magnifiée, que pour l'épaisseur d'une de ces couches, on a juste quelques épaisseurs d'atomes. Donc c'est extrêmement mince. À quoi servent donc ces couches ? Une de leurs utilisations possibles est d'agir comme un miroir. Alors bien sûr, pas comme un miroir de la lumière visible qu'on veut laisser passer à travers le vitrage. Il s'agit plutôt de ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. Donc le rayonnement infrarouge, vous en émettez tous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir mais, à l'œil nu, mais qu'on peut voir par exemple avec une caméra thermique ou avec des lumières, des lunettes de vision nocturne. Et ce rayonnement, c'est de la chaleur qu'on veut garder dans la pièce. Et ces fameuses couches minces à la surface du verre, eh bien, ce qu'elles vont faire, c'est avoir un effet miroir, c'est-à-dire venir réfléchir ce rayonnement infrarouge. Et ainsi, dans un vitrage, quand vous combinez le double vitrage qui limite la conduction et la convection thermique et les couches minces qui viennent réfléchir les infrarouges, vous pouvez vous attaquer d'un coup à tous les modes de déperdition énergétique, tous les modes de perte de chaleur. Donc c'est ainsi qu'on peut obtenir des vitrages qui sont d'excellents matériaux d'isolation, ce qui n'était pas intuitif au premier abord. Donc, pour aller plus loin dans les propriétés des matériaux, on peut penser à utiliser des matériaux qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui ne sont pas figés et qui peuvent s'adapter à l'environnement ou au climat. Les verres électrochromes dont vous avez ici des illustrations sont un exemple de tels matériaux, c'est-à-dire que ce sont des verres où en appliquant une faible tension électrique, eh bien, on peut changer la teinte de ces vitrages qui peuvent devenir plus ou moins clairs ou plus ou moins sombres selon la luminosité extérieure. Vous pouvez ainsi, par exemple, éviter d'être ébloui et vous gagnez d'un coup à la fois en confort visuel, mais aussi en économie de climatisation, par exemple. Donc, ces matériaux dynamiques, vous pouvez aussi les utiliser en utilisant le concept des matériaux à changement de phase. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des matériaux qui peuvent stocker du froid ou de la chaleur, puisque quand vous avez un matériau qui passe de l'état liquide à l'état solide, il va libérer une certaine quantité d'énergie qui est caractéristique de ce matériau. C'est le principe, par exemple, de la chaufferette que vous emmenez sur les pistes de ski. Et il s'agit d'une transformation qu'on appelle réversible, c'est-à-dire que quand vous allez dans l'autre sens, du solide au liquide, vous devez consommer, vous devez fournir une certaine quantité d'énergie. Imaginons maintenant un matériau dont cette température de transition se situe autour d'une température de confort, disons 20 ou 25 degrés. Dans ces cas-là, quand vous allez avoir la température qui devient plus importante, eh bien, le matériau va devenir de solide à liquide et il va donc pomper de l'énergie et il va ralentir le réchauffement. Et dans l'autre sens, quand la température redescend, on va cette fois-ci libérer de l'énergie et ralentir le refroidissement. Et on gagne ainsi en inertie thermique et en stabilité de la température. Donc il existe de nos jours quelques matériaux qui ont cette propriété de changement de phase et de stockage de l'énergie. Et puisque une des thématiques de l'exposé est le verre et le vitrage, je vous ai mis ici une photo d'un bâtiment où ce sont les vitrages qui intègrent une couche de ces matériaux à changement de phase qui laissent passer la lumière mais qui permettent en même temps de stocker cette énergie. Alors pour aller plus loin, que l'isolation thermique, que l'inertie thermique,
Il faut aussi penser à des matériaux qui, cette fois-ci, vont produire l'énergie, c'est-à-dire un habitat vraiment qui va être actif. Et pour ceci, bien sûr, le photovoltaïque est une solution très intéressante, même si, évidemment, il pose la question complexe du stockage de l'énergie. Il faut aussi se rendre compte que pour que l'énergie photovoltaïque devienne une part importante de l'équation énergétique, on a besoin de surfaces très importantes à recouvrir, qui produisent de l'énergie photovoltaïque. Et donc, il faut commencer à se demander si on ne doit pas intégrer les panneaux photovoltaïques comme composante intégrale des matériaux de construction. Et c'est ce qui a été fait, par exemple, pour les tuiles de cette église strasbourgeoise, qui sont des panneaux photovoltaïques. Vous conviendrez avec moi que le résultat est plus esthétique que pour cette maison où les panneaux photovoltaïques sont juste des appendices un peu disgracieux qui ont été ajoutés après coup. Mais surtout, sur le plan pratique, l'utilisation de la surface est bien meilleure. Dans ce cas, on peut produire plus d'énergie. Pour avoir encore plus de surface utile pour l'énergie photovoltaïque, les panneaux du futur, certains d'entre eux, laisseront passer la lumière, ils seront intégrés dans les vitrages. Et je vous ai mis ici plusieurs exemples. Ici, vous avez des panneaux colorés, c'est-à-dire qu'ils laissent passer certaines couleurs. Les autres sont absorbés pour générer justement l'énergie photovoltaïque. Et ici, vous avez des panneaux avec des fenêtres qui laissent passer la lumière. Donc, pour continuer sur cette thématique du confort visuel, je voudrais maintenant dire quelques mots sur l'éclairage. Donc l'éclairage qui représente également un poste très important de dépenses énergétiques, ceci pour un confort qui reste vraiment perfectible. Et donc pour améliorer l'éclairage, tout d'abord sans aucune dépense d'électricité, on peut tout d'abord penser à mieux rediriger la lumière du soleil, c'est-à-dire à la réorienter dans la pièce pour en faire une lumière plus naturelle. C'est une idée qui est déjà exploitée dans un certain nombre de constructions architecturales et le verre est souvent mis à contribution pour renvoyer la lumière ailleurs. Par exemple, dans mon équipe de recherche, nous avons des travaux en cours pour des revêtements texturés à la surface du verre pour envoyer la lumière de la manière la plus naturelle possible. Pour ce qui concerne l'éclairage artificiel, l'éclairage électrique, nous avons actuellement une révolution qui est en marche, celle de l'éclairage électronique, celle des OLED, qui sont des matériaux organiques qui émettent de la lumière. Par rapport aux technologies existantes, comme les écrans LCD par exemple, ces matériaux émettent une lumière plus douce et surtout, on peut les fabriquer sous la forme de panneaux souples qui vont ensuite très bien s'intégrer dans votre habitat, dans votre environnement. Vous avez ici un certain nombre d'exemples de dispositifs qui peuvent intégrer ces matériaux qui vont produire une lumière très douce. Alors, après ces considérations technologiques sur les matériaux, je voudrais également mentionner l'importance de la rénovation. Nous avons vu qu'il y a encore quelques maisons, très peu de l'habitat médiéval, mais surtout, il reste dans Paris beaucoup d'habitats haussmanniens. Cet habitat haussmannien qui n'a pas été construit, bien sûr, avec les normes basse consommation d'aujourd'hui. Et je dirais encore pire, nous avons également encore beaucoup de bâtiments des années 60-70, construits à une époque où l'énergie était peu chère et qui sont donc très gourmands en énergie. Il faut bien se rendre compte que de nos jours en France, seul 1%, 1% c'est très peu, du parc immobilier est renouvelé chaque année. Donc les matériaux qui sont utilisés de nos jours pour construire dans le neuf, on va les retrouver pendant très longtemps. Donc il vaut mieux prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui, mais aussi dans l'habitat ancien, il faut penser à des solutions de rénovation pour améliorer dès aujourd'hui les performances de l'habitat. Pour ceci, heureusement, un certain nombre de solutions technologiques existent. On peut penser par exemple aux matériaux pour l'isolation par l'extérieur. Vous en voyez ici quelques-uns. Et ces matériaux peuvent grandement améliorer les performances d'une enveloppe à l'isolation par ailleurs médiocre.
Pour les vitrages, si vous avez des vitrages simples sans ces fameuses couches minces miroirs, vous pouvez également utiliser des films autocollants qui vont apporter cette propriété miroir qui permet de garder le rayonnement infrarouge chez vous. Il y a donc des solutions qui existent à l'heure actuelle, mais je pense qu'il faut aussi repenser un peu la manière dont on fait la construction de nos jours, en pensant que la technologie évolue vite et que ce qui est construit à l'heure actuelle deviendra obsolète bientôt, et qu'il faut penser à des manières modulaires, dynamiques, de penser l'habitat pour le remplacer au fur et à mesure, pour qu'il soit de plus en plus modulaire. Enfin, je voudrais finir cet exposé avec un petit mot sur les métiers de la construction, de l'habitat. Ce sont des métiers qui, de nos jours, sont malheureusement associés à une certaine pénibilité. Et c'est quelque chose où on peut espérer que ça change dans le futur. Donc, les matériaux de construction sont souvent de moins en moins lourds, de moins en moins nocifs. Il existe bien sûr des normes pour protéger les opérateurs, mais on peut espérer que cette tendance se poursuive dans le futur. Donc, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que l'habitat du futur sera plus agréable et plus respectueux à la fois pour ses habitants, mais aussi pour ses opérateurs et bien sûr pour l'environnement. J'espère vous avoir convaincu que ce but est accessible et il représente en tout cas une multitude de défis absolument passionnants pour les chercheurs et pour les ingénieurs d'aujourd'hui. Merci pour votre attention.